Bonjour à toutes et à tous. Dans le cadre donc de ce cycle sur la géopolitique de la Russie de Pierre Legrand à Poutine, je voudrais aujourd'hui donc aborder la période Poutine avec une question importante, qui dirige la Russie depuis 25 ans? Alors ça paraît être une question, la réponse est évidente. On sait bien que c'est un homme, Poutine, qui est aux commandes. Mais peut-on aller au-delà de cette réponse? Qui conseille Poutine? Qui l'influence? Qui l'assiste? Où Poutine veut-il aller? Veut-il conduire la Russie? Bon, pour toutes ces questions, eh bien, on s'adresse normalement aux historiens. Mais en histoire immédiate, ce n'est pas simple. Alors donc, abordons au moins la première partie de ce chapitre 3 aujourd'hui, les cercles du pouvoir dans le système Poutine. Et le premier cercle, c'est ce que j'appellerais le cercle des décideurs, c'est-à-dire des quelques personnes qui ont le pouvoir, qui peuvent décider d'orienter la politique, qui peuvent faire prévaloir une décision. Et bien entendu, ce cercle est assez étroit. Je distinguerai quatre personnes. Au centre, bien sûr, il y a Poutine, et puis Dimitri Medvedev, le secrétaire Igor Sechin, et enfin Vladislav Surkov, sur lequel je parlerai un peu plus longuement. Alors, voyons d'abord donc le maître du jeu, Poutine. Nous avons très peu de renseignements sur sa personnalité. Dans les biographies, il y a des biographies, hein. J'en ai parlé lors du cours introductif, biographie de Fedorovski, de Frédéric Pons ou Elena Peroud. Mais ces biographies sont quand même limitées, sont un peu décevantes, disons-le, puisque elles ne font que reconstituer un itinéraire souvent d'ailleurs en se copiant les unes les autres, un itinéraire classique, extérieur, qui n'en dit pas long sur la personnalité. On rappelle que Poutine est né donc à Saint-Pétersbourg, enfin à Leningrad exactement, en 1952, donc quelques années après la guerre, une guerre qui a vraiment marqué la ville de Leningrad, douloureusement marquée, qu'il est né dans un milieu modeste, pauvre, un quartier du même type, qu'il a été un enfant des rues, et puis ensuite il va s'orienter très tôt vers le KGB, et là, il trouvera son Graal, et il atteindra, après être passé par la mairie de Saint-Pétersbourg, il atteindra donc les sommets à partir de 1999-2000 au Kremlin. Mais, encore une fois, nous aimerions avoir plus de détails sur sa personnalité notamment, et les ressorts qui le font agir tous les jours, sa vie quotidienne, etc. Et pour cela, donc, l'histoire me paraît quand même, ne me paraît pas au rendez-vous, et je vous propose de laisser un court moment l'histoire pour nous appuyer sur la fiction. Alors, quand j'étais jeune, je n'aurais jamais osé franchir ce mur que je disais infranchissable aux étudiants, permettant de passer de l'histoire à la fiction. Non. Aujourd'hui, j'ai été frappé, enfin aujourd'hui, depuis quelques années, par la qualité de certaines fictions. Euh, et je pense par exemple à l'ouvrage de Marc Duguin, euh, qui est inspiré par le naufrage du sous-marin Kursk au mois d'août 2000, et qui analyse de manière tout à fait remarquable le pouvoir en Russie depuis Staline jusqu'à Poutine. Je pense aussi à l'ouvrage de Yannick Enel, que j'ai beaucoup aimé pour ma part, qui est un roman, hein, et qui retrace la vie d'un résistant polonais qui a prévenu les Alliés que les Juifs étaient en train d'être exterminés.
Et là aussi, ce roman m'a frappé par sa documentation et la véracité des propos, des pensées, des orientations. Vraiment, Enel, là, pénètre dans la tête de Jean Karski. Mais l'ouvrage qui m'a le plus étonné et bouleversé, c'est le prix Goncourt de 2006 de Jonathan Little, que vous avez certainement lu, Les Bienveillantes. Hein. Vous savez, Jonathan Little écrit les mémoires d'un personnage fictif qui est un officier SS qui a participé au massacre de masse, à ce qu'on appelle souvent la Shoah par balle, en Europe de l'Est. Et c'est hallucinant. Hein. D'abord, la documentation que l'auteur, que le romancier a brassé pour écrire ce roman, et comment il est arrivé à proposer, comment il est entré dans la tête de ce bourreau, hein, avec à la fois beaucoup de nuances, et c'est cruel, mais c'est la première fois, personnellement, pourtant j'ai lu un certain nombre d'ouvrages historiques, mais c'est la première fois que j'allais aussi loin, là, dans à pénétrer, disons, l'idéologie, la pensée nazie. Alors, pour parler de Poutine, en parler de manière un peu intime, euh, je vous propose de le suivre, ça ne durera pas longtemps, mais l'ouvrage de Giuliano D'Ampoli, qui lui aussi a eu beaucoup de succès, qui est paru il y a 2 ans, en 2022, Le Mage du Kremlin. C'est un roman, mais un roman qui est informé d'une manière vraiment remarquable. Giuliano D'Ampoli est d'origine italienne et suisse. Il a une cinquantaine d'années. Actuellement, il préside un think tank basé à Milan, le think tank Volta. Il enseigne à Sciences Po Paris la politique comparée. Il a été adjoint au maire de Florence. Il a été aussi en Italie conseiller politique du président du Conseil Matteo Renzi. Hein, et il a donc écrit cet ouvrage. Alors, dans ce roman, Dampoli retrace l'itinéraire autour du Kremlin d'un certain Surkov, qu'il débaptise, qu'il appelle autrement, mais qui a été donc, d'après lui, le plus proche du Kremlin pendant de très nombreuses années et qui a inspiré donc de très près des mesures prises officiellement par Poutine, mais c'est l'inspirateur, c'est lui. Alors, comment s'est-il renseigné pour pouvoir connaître, pénétrer comme ça à la fois dans la tête de ce Surkov et dans la tête aussi de Poutine? Je ne sais pas. Je ne sais pas, lui-même ne le dit pas, et dans les nombreux entretiens qu'il a accordés après la parution, il ne dévoile pas non plus ses sources. Mais c'est des sources qui doivent être de première main, car vraiment, il donne le sentiment de très bien connaître à la fois Poutine et puis l'entourage, les méthodes de Poutine et sa vie au Kremlin. Donc, peut-être que je me fourvoie, mais je vous propose, pour peindre un petit peu Poutine, de suivre Dampoli. Alors, première chose qu'il nous dit, c'est une personnalité très forte, on n'en doutait pas, mais souvent on dit qu'il est manipulé par d'autres. En réalité, c'est quelqu'un, n'en doutons pas, qui domine le système de manière presque totale. Alors, il nous montre la progression de celui qu'il appelle le tsar. Au début, le tsar, dans les années 1999-2000, il n'est pas encore le tsar. Et, Dampoli écrit de ses gestes n'émanait pas encore l'autorité inflexible qu'il acquérait par la suite, bien qu'on devinât déjà dans son regard la qualité minérale que nous lui connaissons aujourd'hui. Mais c'était voilé par son effort de tenir cette autorité sous contrôle.
Donc, déjà, on a l'idée que le tsar, que Poutine, on peut l'accompagner, c'est ce que je vais montrer en citant les personnages qui sont autour, mais le guider, ça, c'est autre chose. Alors, le grand modèle de Poutine, nous dit toujours Giuliano d'Ampoli, c'est Staline. Euh, il s'applique, Poutine s'applique à lui ressembler en tout point. Euh, et il attribue, ce qui est effrayant, c'est qu'il attribue sa réussite, la réussite de Staline, sa longévité au pouvoir, à sa férocité. Euh, euh, Dampoli nous dit, vous les intellectuels, vous pensez que Staline est populaire malgré ses massacres. Eh bien, vous vous trompez. Il est populaire à cause de ces massacres. Donc, pour Poutine, il faut être dur, voire féroce parfois. Il faut à tout prix que le chef de l'État affirme sa puissance à la face de tous. Autre caractéristique de Poutine, c'est un interlocuteur redoutable. On nous le décrit comme parfaitement insensible à la nourriture, à la plupart des plaisirs qui adoucissent la vie. Euh, donc c'est déjà un être à part, mais c'est aussi un bon comédien qui se met lui-même en scène, qui sait créer surtout des situations qui affaiblissent l'adversaire. Alors les photos que j'ai placées là, vous le voyez face à l'interlocuteur, table ronde, petite table, immense table, hein, cette photo absolument insolite où on voit le président Macron face à Poutine à l'époque du Covid, hein, à plusieurs mètres l'un de l'autre. Bien sûr, c'est le Covid, mais en réalité, c'est certainement aussi pour impressionner Macron et montrer dans la réalité des faits la distance qui les sépare. Bon. Euh, mais ce qui montre, c'est un fait divers très connu que je vous rappelle, donc, devant rencontrer Angela Merkel, Poutine, donc, prend avec lui son Labrador, en sachant que Madame Merkel est vraiment à la phobie des chiens. Alors, elle raconte ce fait dans les mémoires là, qui viennent de paraître aujourd'hui, nous sommes en décembre 2024, mais aussitôt Poutine a répliqué par un communiqué officiel en disant que jamais de la vie il n'a voulu l'impressionner, au contraire, il voulait lui montrer que ce chien était très gentil, qu'il était dans son quotidien, etc. Bon, en réalité, je pense qu'il ment et que c'était bien un, un projet d'intimidation. Voici ce que Ampoline nous dit à propos de l'utilisation de son Labrador, donc en 2007, lors de la visite d'Angela Merkel, page 204. Alors, le Labrador, voilà le mot. Pardon. Au fil des années, Angela Merkel avait subjugué plus de bêtes féroces dans l'arène de la politique mondiale que tous les dompteurs de cirque réunis. Mais un chien, n'importe lequel, même le plus insignifiant, parvenait à réveiller en elle la terreur primordiale qu'elle avait éprouvée à l'âge de 8 ans, quand seul un miracle avait empêché que le Rottweiler du voisin la déchiquette sous les yeux horrifiés de son père. Imaginez alors la scène au Kremlin ce jour-là. D'ailleurs, vous n'avez pas besoin de l'imaginer, car les photos sont en ligne. La chancelière qui sourit jaune, tandis que Connie, le labrador, le poil brillant, rôde autour d'elle. La chancelier pétrifiée sur sa chaise, tandis que Connie s'avance, joueuse, à la recherche de câlins. La chancelière au bord de la crise de nerfs, quand Connie enfile le museau dans son giron pour renifler l'odeur de sa nouvelle amie. Le tsar à ses côtés, sourit, relaxe, jambes écartées. Vous êtes sûr que le chien ne vous dérange pas, Madame Merkel? Je pourrais le mettre dehors, mais il est tellement gentil. Vous savez, je m'en sépare difficilement. Bon. Donc, interlocuteur
très redoutable, d'autant que il a un esprit très vif, il saisit le fond du problème plus rapidement que la moyenne des personnes, et donc il n'hésite pas à brûler les étapes. Pour lui, les politesses, les formules de courtoisie se comptent peu et il passe très vite à l'essentiel. Autre caractère, c'est un homme très isolé. Notre tsar, écrit dans Poli, vit dans la solitude et s'en nourrit. Il parle à peu de personnes et il ne consulte pas les réseaux sociaux. Petit extrait, page 266. Le Labrador est le seul conseiller en lequel Poutine a entièrement confiance. Il le fait courir dans le parc, il va avec lui au bureau. Pour le reste, le tsar est complètement seul. De temps en temps, un garde apparaît, un serviteur se présente ou un courtisan convoqué pour une raison ou une autre. C'est tout. Il n'a pas de femme auprès de lui, ni d'enfant. Quant aux amis, il sait qu'au stade auquel il est parvenu, l'idée même d'en avoir un est inimaginable. Le tsar vit dans un monde où même les meilleurs amis se transforment en courtisans ou en ennemis implacables, et la plupart du temps, les deux à la fois. En Occident, vos gouvernants sont comme des ados. Ils ne peuvent pas rester seuls. Ils cherchent toujours un regard qui se pose sur eux. On a l'impression que s'ils étaient obligés de passer une journée dans une chambre sans compagnie, ils se dissoudraient dans l'air comme un souffle de vent tiède. Notre tsar, au contraire, vit dans la solitude et s'en nourrit. C'est dans le recueillement qu'il accumule la force qui surprend de tant de vos observateurs. Un homme très isolé et qui mène une, une vie quotidienne immuable, très réglée. Euh, Voici un autre extrait. J'ai eu tort de fermer la page. À nouveau, au Gariovo, c'est-à-dire la datcha de Poutine, qui se trouve à l'ouest de Moscou. Hein, je l'ai marqué sur ce plan. Donc je reprends la lecture du mage du Kremlin. À nouveau au Gariovo, il a fait raser la forêt à 3 kilomètres à la ronde de sa datcha. Il se lève tard le matin, petit déjeune d'œufs frais que lui envoie le patriarche Kirill de sa ferme, puis il fait des exercices dans son gymnase devant l'écran des infos. S'il y a quelque chose d'urgent, c'est là qu'il lit les notes confidentielles et transmet ses dispositions. Ensuite, il nage 1 kilomètre dans la piscine. Au bord du bassin, les premiers visiteurs du jour, ministres, conseillers, chefs de grandes entreprises, convoqués la nuit précédente ou le matin même, attendent patiemment que le tsar sorte de l'eau pour lui tendre un peignoir et l'entretenir brièvement d'une question ou d'une autre. Ce n'est qu'en début d'après-midi que le cortège présidentiel se met en route pour le Kremlin. Les rues ont été fermées à la circulation une demi-heure plus tôt. À chaque croisement, une voiture de la milice assure que la solitude du tsar soit préservée. De nouveau au Gariovo, au Kremlin, Poutine traverse presque entièrement sa capitale, congelée à son passage, arrive au bureau et là commence la véritable journée de travail qui se termine parfois aux premières lueurs de l'aube. Toute l'existence du tsar est déphasée par rapport à celle des personnes normales et impose une torsion à qui doit travailler avec lui. Un seul homme ne dort pas la nuit et il a dressé tous ceux qui comptent à Moscou à partager sa veille jusqu'à 3 ou 4 heures du matin. Connaissant les habitudes nocturnes du chef, une centaine de ministres, de hauts fonctionnaires, de généraux sont là qui attendent un appel. Et chacun tient à ses côtés une petite phalange d'assistants et de secrétaires. Ainsi, les lumières des ministères restent allumées et le Moscou du pouvoir a de nouveau perdu le sommeil, comme au temps de Staline. Pour terminer ce portrait ultra rapide de Poutine, je voudrais rappeler, même si on en a souvent parlé et on les connaît,
je voudrais rappeler donc les, quelles sont les motivations de base de l'idéologie poutinienne. Alors, la première que souligne euh, Dan Poli, ce sont les humiliations que Poutine a ressenties durant la période helsingienne. Euh, L'effondrement de l'Empire, la décomposition de l'URSS, avec donc une décomposition qui doit être analysée en plusieurs temps. Il y a la décomposition de l'État, il y a donc un affaiblissement, surtout avec Helsinki, il y a une décomposition totale de l'économie avec la chute du PIB et le développement très anarchique d'une économie privée. Euh, donc, pardon, je regarde quand même parce que euh, la luminosité n'est pas bonne. Je regarde si, en allumant, excusez-moi, vous savez, nous ne sommes pas dans un studio avec des tas de gens qui contrôlent la lumière, le son et tout. On fait ça nous-mêmes et donc ça laisse à désirer parfois. Donc, euh, première chose, c'est ce sentiment d'humiliation, notamment le manque de considération de l'Amérique, de Washington, des présidents des États-Unis, que ce soit Bush ou Clinton. Le fait que Clinton ait rigolé avec Helsinki, ça a profondément vexé, humilié Poutine. Ensuite, un désir qui s'explique par l'humiliation, euh, un vif désir de restaurer la puissance de la Russie, mais aussi l'honneur de la Russie. Nous, nous, nous sommes persuadés de cela en lisant, par exemple, les nouvelles paroles de l'hymne soviétique que je montrerai tout à l'heure, et puis par des déclarations de Poutine. Voici ce qu'il fait dire, voici ce que l'auteur du Mage du Kremlin fait dire à Poutine. Maintenant, nous sommes en train de reconstituer, nous devons retrouver notre souveraineté. Et le seul moyen que nous ayons, c'est de mobiliser toutes les ressources que nous possédons. Notre PIB est celui de la Finlande, peut-être, mais nous ne sommes pas la Finlande. Nous sommes la plus grande nation qui existe sur Terre, la plus riche aussi. Voilà. Nous sommes en train aussi de remettre l'armée dans la verticale du pouvoir, ainsi que les services de sécurité. Donc restaurer la puissance, ça veut dire l'économie, l'armée, les services de sécurité. Tout cela, donc, s'était écroulé avec Helsinki. Eh bien, Poutine a la volonté, une volonté très impatiente, effectivement, de restaurer tout cela. Et pour terminer, ce qui est très complémentaire, après donc un dirigeant comme Helsinki, moqué par son attrait pour l'alcool, pour ses saillies publiques, parfois malvenues, bon, ses maladresses, disons, de parole, eh bien, Poutine veut incarner un dirigeant totalement différent, qui sera respecté, admiré et surtout craint. Donc, voilà, très sommairement, hein, on va en dire davantage par la suite, mais ce qu'on peut appeler les motivations fondamentales de Poutine. Alors, continuons notre étude du cercle. Donc, en dehors du patron, du maître du jeu, du tsar, il y a autour de lui et très proche au moins trois personnes, et il y en a certainement davantage. Hein,
Je parle de ceux que je connais. La première personne dont je voudrais parler, c'est bien sûr Dimitri Medvedev, celui que parfois on appelle le vizir. Alors il y a de nombreux points communs avec Poutine. Comme Poutine, il est né à Leningrad, mais il est beaucoup plus jeune, hein, 13 ans après Poutine. Il est né en 1965, Medvedev. Comme Poutine, il a une formation de juriste. Il a passé un doctorat en droit en 1990 à la faculté donc de Saint-Pétersbourg. Comme Poutine, il a été conseiller d'Anatoly Sobchak, le maire de Saint-Pétersbourg, entre 1990 et 1995, tout en étant d'ailleurs professeur de droit privé à l'université. Donc, beaucoup de points communs. Par contre, il s'est lancé dans les affaires plus tôt que Poutine. En 1993, Medvedev a fondé une entreprise forestière qu'il a rapidement fait prospérer, peut-être pas d'une manière toujours honnête, mais qui est devenue vraiment une géante. Après, le caractère majeur de Medvedev, c'est qu'il y a deux Medvedev successivement. Il y a un premier Medvedev pendant une vingtaine d'années qui apparaît comme un libéral modéré et durant les 3 ou 4 dernières années, au contraire, un Medvedev va en guerre, guerrier et très hostile à l'Occident. Donc, voyons d'abord cette première période où il a un visage, une image de modéré et de libéral. Il entame sa carrière politique à la fin 1999 en devenant directeur adjoint de l'administration présidentielle. J'ai déjà parlé de cette structure extrêmement importante, hein, où il y a entre 1500 et 1700 personnes qui travaillent autour du président. C'est vraiment le point chaud, le point capital, là, hein, où on trouve ceux qui ont le plus d'influence sur le tsar, comme on dit. Alors, donc, il entame sa carrière politique à la fin 99, mais très vite, en même temps, il conforte, disons, sa carrière privée, puisqu'il devient directeur du groupe énorme, Gazprom, donc spécialiste de l'énergie, notamment du pétrole. Donc, il va mener cette double vie, cette double carrière privée, publique. Euh, Pendant 2 ans et demi, il sera premier vice-président du gouvernement russe, ce qui est un poste important, donc pendant plus de 2 ans, presque 2 ans et demi. Et là, en tant que premier vice-président, il a en charge le projet, l'objectif d'améliorer le quotidien des Russes. Donc, on le voit durant toute cette période, visiter des maternités, des étables. Il apparaît alors comme une colombe par rapport aux faucons de l'armée, de la police ou de la sécurité. Il apparaît comme un libéral. On pense que c'est un nouveau Gorbatchev et donc il est très populaire. Il sera d'ailleurs élu président de la Fédération de Russie en mai 2008, dès le premier tour et avec plus de 70% de suffrage. Il va nommer Poutine dès le 8 mai, puisqu'il est président de la Fédération, il va le nommer président du gouvernement russe et s'amorce ainsi ce tandem où l'un succède à l'autre, ce qui permet à Poutine de rester au pouvoir tout le temps. Bien. Ensuite, pour terminer sur sa carrière politique, hein, donc en 2012, il cesse d'être président de la Fédération de Russie, c'est Poutine qui lui succède, et lui devient président du gouvernement, premier ministre, si vous voulez, du gouvernement russe pendant plus de 7 ans. Hein.
Alors, durant toute cette période où il est au premier plan, hein, quels sont les axes de la politique intérieure? Je crois qu'il y a un mot qui résume bien cette politique de Medvedev. Il veut moderniser la Russie. Euh, L'innovation technologique, notamment, est une de ses grandes priorités. Euh, et c'est à ce sujet, d'ailleurs, qu'on parle de lui, c'est une perestroïka, comme un nouveau Gorbatchev. Alors, je vous donne quelques exemples. Il va réformer la fonction publique, il va réformer la justice, mais chaque fois, il y aura un apport de technologie, hein, il va informatiser, si vous voulez, la fonction publique, la justice, mais en même temps, il essaye de lutter contre la corruption dans ces différents services. Euh, il se prononce aussi très souvent pour la privatisation des grandes entreprises étatiques et à ce sujet, il est nettement plus libéral que Poutine. Poutine est plus donc étatique. Il voudrait garder cela, l'État. Lui, non, il voudrait et c'est un libéral dans sa dimension économique. Mais politique aussi. C'est un modéré, un libéral. Par exemple, il promet de briser le quasi-monopole du parti au pouvoir. Le parti au pouvoir, c'est le parti de Poutine, qui s'appelle Russie Unie. Et Medvedev affirme en disant non, non, il ne faut pas qu'il y ait un seul parti qui ait le monopole. Il faut que de nouveaux temps démocratiques commencent. Alors, évidemment, toute cette politique enchante. Alors, enchante notamment l'Occident, qui s'éprend de passion pour Medvedev. Voyons sa politique extérieure qui ne déçoit pas, au contraire, qui est dans le même esprit. Par exemple, je donne que des exemples. En mars 2011, il s'oppose publiquement à Poutine à propos des bombardements sur la Libye. Vous savez, c'est le moment où les États-Unis, le Royaume-Uni, la France ont décidé donc de faire chuter le régime de Kadhafi. Eh bien, lui est tout à fait d'accord avec cette politique de force, alors que Poutine ne l'est pas. Euh, Par exemple, il s'entend aussi plutôt bien avec Obama, puisqu'il signe avec lui un nouveau traité de désarmement nucléaire. Un autre exemple, qui est une anecdote, hein, Medvedev veut donner au 65e anniversaire de la victoire, ça se passe en mai 2010, veut lui donner donc beaucoup de fastes et il invite donc beaucoup de personnes, notamment les soldats de l'OTAN. Bon, donc en Occident, on est ravis. Voilà, donc, et le 16 janvier 2020, il présente la démission de son gouvernement et il est nommé peu après à la direction du Conseil de sécurité, où il est toujours. Hein. Le président, c'est Poutine, le vice-président, c'est lui. Et je l'ai vu aujourd'hui, on est le 19 décembre, le jour où j'enregistre, et je l'ai vu à la télévision, Medvedev, en train de présider le Conseil de sécurité de Russie à propos de l'attentat meurtrier contre un général russe à Moscou. Donc, ainsi se termine la première période. Et puis, il y a une deuxième période où on ne reconnaît pas Medvedev. J'ai cherché sur Internet une photo où on le voit, vous voyez, le visage fermé, colérique. Et bon, et en cherchant la photo que j'ai trouvée, j'ai retrouvé une photo de Medvedev enfant à 2 ans, un petit ange souriant, etc. Bon, je m'amuse simplement à marquer le contraste entre les deux photos. Mais là, donc, depuis 2022 exactement, 2022, ça correspond bien sûr à l'entrée en guerre de la Russie contre l'Ukraine, eh bien, Medvedev a changé de peau, a changé. Il est devenu désormais un faucon, un ennemi acharné de l'Occident. On aimerait d'ailleurs là avoir un livre comme Le Mage du Kremlin,
mais dans le match du Kremlin, l'auteur parle très peu de Medvedev. On aimerait savoir, si vous voulez, on comprend bien que c'est la guerre en Ukraine qui a été le déclencheur, mais pourquoi ça a été le déclencheur ainsi du nouveau Medvedev? Alors, ce nouveau Medvedev, je vais en donner quelques exemples. D'abord, je montre là des titres de journaux occidentaux, guerre en Ukraine, entre insultes et provocations. À quoi joue Dimitri Medvedev, l'ancienne figure libérale devenue le faucon du Kremlin? Le Figaro international titre du libéral modéré au va-t-en-guerre, l'étrange mue de Medvedev à la faveur de la guerre en Ukraine. Alors, je vais citer, oui, quelques-uns de ces tweets sur le réseau Telegram. Euh, Par exemple, on me demande souvent, écrit Medvedev, pourquoi mes publications sur Telegram sont aussi dures pour l'Occident. La réponse est que je hais les Occidentaux. Ce sont des enfoirés et des dégénérés. Ils veulent notre mort, à nous, la Russie. Mais tant que je serai en vie, je ferai tout pour les faire disparaître. Un autre tweet, 15 juin 2022. Qui peut dire que l'Ukraine existera sur la carte du monde dans 2 ans? Autre tweet, 4 novembre 2022. La Russie est en train de mener une guerre sainte contre Satan, qui utilise des mensonges élaborés. Et notre arme est la vérité. C'est pourquoi notre cause est juste, c'est pourquoi la victoire sera nôtre. Et il rajoute que les Ukrainiens sont des drogués nazis fous soutenus par les Occidentaux. Le 4 février 2023, alors que les États-Unis ont promis d'envoyer des missiles balistiques à l'Ukraine, Medvedev menace de brûler tout le territoire ukrainien encore sous le contrôle de Kiev. Le 20 mars 2023, ayant appris un mandat d'arrêt contre Poutine, mandat d'arrêt international de la Cour pénale internationale, Medvedev menace de tirer un missile hypersonique sur la Cour pénale internationale. Et à la fin 2022, il s'amuse à faire des prédictions totalement rocambolesques, mais inouïes par leur violence, pour 2023. Je lis rapidement, enfin je survole. Donc Dimitri Medvedev, vice-président du Conseil de sécurité, commence par tout le monde fait des pronostics en ce moment, donc les plus folles et même les plus absurdes, et voilà mon humble contribution. 1. Le prix du pétrole atteindra des prix très élevés. 2. Le Royaume-Uni rejoindra à nouveau l'Union européenne qui s'effondrera. La Pologne et la Hongrie occuperont les régions occidentales de l'Ukraine. Un quatrième Reich englobera le territoire de l'Allemagne et la Pologne, les États baltes, la Tchéquie, la Slovaquie, la République de Kiev. Une guerre éclatera entre la France et l'Allemagne. La Pologne sera divisée. L'Irlande du Nord se séparera du Royaume-Uni. Aux États-Unis, une guerre civile éclatera qui aboutira à l'indépendance du Texas et de la Californie. Elon Musk sera élu président des États-Unis. Bon. Vous voyez le genre. Et il termine en souhaitant de joyeuses fêtes à tout le monde, aux amis anglo-saxons et à leurs joyeux porcelets grognants. C'est incroyable. On ne croirait pas que c'est le même homme. Et je termine en disant que l'opposant russe Alexei Navalny, qui malheureusement a été donc éliminé par le régime russe, avait fait une enquête déclarant que Medvedev était à la tête d'un empire, un empire qui aurait été financé par les oligarques du pays. Alors, cet empire comprendrait un gigantesque patrimoine, un patrimoine immobilier, un patrimoine industriel, non déclaré bien sûr, des résidences somptueuses à Sochi, au bord de la mer Noire, 2 yachts, des vignobles en Toscane. Donc on voit avec Medvedev que
comme tous les gens très proches de Poutine, ce seront des gens qui vont s'enrichir honteusement et incroyablement. Poutine n'est pas heurté par cela. Il trouve que c'est normal. Alors, deuxième personnalité dont je voudrais parler dans ce premier cercle des décideurs, c'est le secrétaire de Poutine, Igor Setchine, qui est qualifié par la presse occidentale de troisième personnage le plus puissant de la Russie, troisième après Poutine et Medvedev, qualifié aussi de Richelieu russe. Je vous rappelle que le vrai Richelieu, le Richelieu français, donc, s'est distingué par un très long combat pour renforcer le pouvoir royal. Donc, ça veut dire qu'on attribue à cette Chine un combat pour renforcer le pouvoir de Poutine. Et puis, on le dit aussi, on l'appelle le Machiavel du Kremlin. Alors, comme pour Medvedev, on trouve de nombreux traits personnels avec Poutine. Il est né, lui aussi, à Saint-Pétersbourg, plus tard, puisqu'ils ont 8 ans de différence. Il est plus jeune, il est né à Saint-Pétersbourg en 1960. C'est un fils d'ouvrier qui, comme Poutine, a grandi dans une famille, dans un quartier pauvre. Comme Poutine, il ne voit pas, il ne fume pas, il parle peu. Comme Poutine, il a été catastrophé par la fin de l'Empire soviétique. Comme lui, il vient des services secrets, peut-être le KGB, mais sur du GRU, le service de renseignement de l'armée. Et il a conservé les méthodes, la manie du secret, un caractère très soupçonneux. Mais ce que n'a pas Poutine, c'est il est polyglotte, cette Chine, puisqu'il parle le français, le portugais et qu'il apprend le japonais et l'espagnol. Alors, pendant 13 ans, il commence, si je peux dire, sa vie publique en étant secrétaire personnel de Poutine. Euh, En 1991, donc, ils rentrent tous les deux, Poutine et Setchine, ils rentrent comme collaborateurs d'Anatoly Sobchak à Saint-Pétersbourg, le maire de la ville. Et c'est à ce moment-là qu'il va devenir le secrétaire particulier donc de Poutine, c'est-à-dire au départ l'homme à tout faire. Hein. C'est lui qui tient son agenda, qui fait chauffeur parfois, qui le suit un peu partout. Et quand Poutine quitte Saint-Pétersbourg, au moment où Sobchak a perdu les élections en 96, eh bien, Setchine le suit à Moscou. Mais durant la période, presque 10 ans, il est très effacé. Et il faudra attendre 2000, où là, il sera nommé chef de cabinet de Poutine, pour que cette Chine sorte de l'ombre et s'impose comme un partenaire de Poutine. Il devient vice-premier ministre de Medvedev, donc en 2008. Pardon. Je vais vous lire un court extrait, toujours tiré du Mage du Kremlin, où l'auteur nous montre la mutation de cette Chine qui, de petit secrétaire discret, porte-serviette de Poutine, brusquement devient un personnage redouté. Page 158-159. Alors, j'y vais. Euh, Setchine, le secrétaire de Poutine. Je vous ai déjà parlé de lui. Il ouvrait les portes, passait les coups de fil. Comme beaucoup d'hommes de son espèce, il a longtemps tiré sa force du fait qu'il était sous-évalué.
Les gens le voyaient là, sa petite mallette à la main, les yeux baissés en présence du tsar, et on le prenait pour un mélange de dactylo et de majordome. En 4 ans au Kremlin, il est devenu le prototype du courtisan, sûr de lui, dominateur. Le monde lui appartenait tant que le chef n'était pas aux alentours. Il suffisait que celui-ci lui jette un coup d'œil et il redevenait une brebis tremblante. Sur les vols d'État, quand tout le monde ôtait son veston pour être plus à l'aise, lui gardait sa cravate en signe de respect pour le tsar. Avant de rencontrer Poutine, il avait travaillé pour le KGB au Mozambique. Dieu seul sait ce qu'il avait fait là-bas. Il y retournait de temps en temps. Pour lui, débarquer d'un Antonov sur une piste africaine avec une escorte de soldats des troupes spéciales et un message à remettre au dictateur local de la part du tsar était un genre de vacances. Dans la journée, les coups de mortier scandaient le passage des heures. La nuit, on dînait au bord de la piscine pendant que l'orchestre jouait une musique de cocktail, comme aller à Capri ou à Saint-Tropez, pour une personne normale. Alors, son statut ne va pas changer, mais ses fonctions, oui, parce que Poutine va le charger de réorganiser le secteur de l'énergie à partir de 2004. Et il va s'y employer avec beaucoup de dynamisme, de sans scrupule non plus, de férocité. Il va terrasser plusieurs oligarques et s'emparer de leur fortune d'ailleurs. Alors, en 2002, durant l'hiver 2002, cette Chine lance une enquête du FSB sur Yukos. Yukos, vous le savez, le groupe pétrolier de Mikhail Khodorkovsky, hein, un des plus riches, le plus riche de la Russie à cette époque-là d'ailleurs. Et dès octobre 2003, le milliardaire est jeté en prison et il sera jugé et condamné 2 ans plus tard. C'est cette Chine qui a mené toute l'affaire, qui a fait tomber donc Khodorkovsky, et c'est lui qui va s'emparer d'une partie des richesses de Yukos. Donc Yukos. Ensuite, en juillet 2004, Selchine devient président du conseil de notre immense trust Rosneft. Il conserve son poste au Kremlin. Donc Rosneft, c'est un trust du pétrole. Hein, il s'occupe de l'extraction, de la transformation, de la distribution du pétrole. Parenthèse pour vous dire que au conseil d'administration de Rosneft vont siéger M. Fillon et M. Schroeder, l'allemand. Bon, donc ayant récupéré les plus beaux morceaux de Yukos, Selchine va transformer Rosneft en un géant d'envergure mondiale. Et évidemment, il se fera beaucoup d'argent. Troisième opération, ça concerne la construction navale. Il y a un holding aussi, OSK, qui est aux mains d'un oligarque, Pugatchov. Et le, comment dirais-je, Igor Sechin va faire de même qu'il a fait avec Yukos ou Rosneft. Il s'empare donc du holding OSK, écarte bien sûr l'oligarque Pugachev. Donc, il sait engloutir ses concurrents un par un, on lui prête des pouvoirs immenses, alors qu'à l'époque, il n'occupe plus de fonctions officielles, il continue quand même à circuler en voiture, gyrophare hurlant, il dispose de ses propres forces spéciales secrètes, et quand il veut se débarrasser de quelqu'un, il lui suffit, dit-on, d'actionner le FSB. Je termine en montrant son yacht magnifique, l'Amoré Véro, qui fait quand même 86 mètres de long.
et qu'il a eu l'imprudence de placer à La Ciotat, pour peut-être au chantier naval, pour le faire rénover, j'en sais rien. Mais comme la guerre en Ukraine a éclaté, le yacht a été saisi par la douane française. Voilà donc ce premier cercle du pouvoir. Non, je n'ai pas fini, au contraire, pardon. Ce premier cercle du pouvoir, les décideurs, je vais terminer par Vladislav Surkov. Alors, Vladislav Surkov va donc régner, on peut le dire, pendant une vingtaine d'années, de 1999 à 2020. En Occident, c'est pour ça que j'ai mis la citation du Spiegel allemand, on le considère comme le principal stratège de Poutine, comme le deuxième homme le plus puissant de Russie. Et c'est lui que Giuliano d'Ampoli, dans son roman Le mage du Kremlin dont j'ai beaucoup parlé, c'est lui donc que l'auteur a choisi comme héros du livre. Mais il l'a débaptisé, il l'a appelé Vadim Baranov, diminutif Vadia. Mais Baranov, c'est très exactement Surkov. Alors, quelques détails sur sa biographie. Surkov est né en Tchétchénie, près de Grozny, le 21 septembre 1964. Son père est tchétchène. Il a la fonction d'instituteur, puis ensuite il sera employé à l'état-major de la défense. Ses parents vont se séparer alors qu'il est très jeune, 5-6 ans, et lui il va partir avec sa mère qui est russe, et sa mère s'installe à Skopine, qui est dans l'oblast de Ryazan. Il va faire ses études à Moscou. Alors, c'est un homme, Surkov, il faut le dire dès le départ, extrêmement brillant, très éclectique, qui s'intéresse à tout. Donc, ses études le montrent, hein. À Moscou, il commence d'abord à fréquenter l'Institut moscovite des métaux, donc c'est un scientifique au départ. Puis ensuite, on le verra suivre des formations littéraires, économiques aussi. Donc, à Moscou, après donc, ses études à l'Institut des métaux, il fait son service militaire en Hongrie, à Budapest, entre 1983 et 1985. Il paraît que quand il fait son service, il va travailler pour le renseignement. Ensuite, donc, il revient à Moscou. Il suit une formation de directeur de théâtre. Voilà une autre facette de Surkov. Il adore le théâtre, les spectacles, l'art en général, l'art d'avant-garde notamment. Puis, après donc sa formation de directeur de théâtre, il fait un master en économie à l'université de Moscou. Donc, vous voyez, son éclectisme, et comme il est très brillant, ce n'est pas superficiel, hein, c'est quelqu'un d'exceptionnel. En 1990, il entre au service de Mikhail Khodorkovsky, donc ce grand oligarque, ce très riche oligarque dont j'ai déjà parlé. Et là, donc, il travaille pour lui il travaille pour des succursales de Khodorkovsky, une banque et des trusts pétroliers. Ensuite, en 98, il est embauché par un autre oligarque, Boris Berezovsky, qui à l'époque est pratiquement le tsar de la Russie. C'est Poutine c'est Eltsine qui règne, mais Berezovsky fait la pluie et le beau temps. Et c'est lui, Berezovsky, qui va mettre le pied à l'étrier à Surkov et qui va le faire pénétrer donc au Kremlin, qui lui fera connaître
Poutine notamment. Donc, au départ, quand il connaît Berezovski lui trouve un emploi de directeur des relations publiques dans la première chaîne, pardon, dans la première chaîne de télévision de Russie, Pervy Canal. Là, il aime beaucoup cela parce que c'est un homme de spectacle, Surkov, donc il peut rencontrer des gens qui l'intéressent et il peut surtout donner libre cours à son imagination, participer à la création d'émissions, par exemple. Et c'est à ce moment-là que Berezovski a une conversation avec lui très importante pour son avenir et qui lui dit, enfin je rapporte les paroles telles que les a, les a mises dans sa bouche par l'auteur du Mage du Kremlin, il lui dit, Berezovski à Surkov, il faut créer une nouvelle réalité. Il ne s'agit pas de remporter une élection, on prépare l'élection de la fin 99, il s'agit de construire un monde. Autrement dit, traduction, il dit à Surkov, il faut arrêter de s'intéresser pour le moment à la télévision, etc. Tu as quelque chose de plus noble à faire, il faut que tu crées un nouveau système autour de Poutine. Et Surkov répond, d'accord. Poutine est bien sûr mis au courant, et il devient à ce moment-là, Surkov, le numéro 2 de l'administration présidentielle. Et il va rester près de 9 ans, donc, à ce poste, et ensuite il deviendra l'adjoint de Vladimir Poutine. Donc, je peux vous lire comment raconte, c'est pas mal, c'est bien croqué, l'engagement, si je peux dire, de Surkov par Berezovski en 1999, puisque tout commence là. Maintenant, c'est Surkov qui parle. Cet homme, Berezovski, se trouvait devant moi. La politique russe, c'est comme la roulette russe. Tu es prêt à encourir le risque ou pas? C'est Berezovski qui s'adresse à Surkov. Évidemment que j'avais envie de jouer. D'une certaine façon, jusque-là, je n'avais rien fait d'autre que de m'y préparer. Je ne sais pas, Boris, lui répond-il. J'aime bien mon travail. Réponse de Boris Berezovski. C'est vrai, tu t'en tires plutôt bien. Ce que je te propose, c'est de passer au niveau supérieur. Berezovski me dévisageait avec toute l'intensité dont étaient capables ses lunettes de presbyte. Que dirais-tu de cesser de créer des fictions pour la télévision pour commencer à créer la réalité? Je n'avais pas la moindre idée de ce dont il parlait. Pardon, toujours des problèmes de lumière. Je n'avais pas la moindre idée de ce dont il me parlait. À ses côtés, donc, le Géorgien souriait avec l'attitude bienveillante du cousin de campagne. Tu sais, dit Berezovski, que j'ai quelques relations à l'intérieur du Kremlin. Face à l'évidente modestie de cette affirmation, j'eus l'impression qu'il s'attendait à une quelconque réaction de ma part, mais il n'en fut rien. Dans le passé, continue Berezovski, il m'est arrivé de donner de temps en temps un coup de main, mais maintenant, le scénario a complètement changé. Il ne s'agit plus de soutenir quelque chose qui existe déjà, il faut inventer quelque chose qui n'existe pas encore. Et quelqu'un, inventer quelque chose et quelqu'un, oui bien sûr. En fait, il faut créer une nouvelle réalité. Donc, j'insiste beaucoup parce que, à mon avis, c'est le début, si vous voulez, de la construction, enfin, de ce qui va devenir le système poutinien. Donc, quelles seront les fonctions de Surkov? Rapidement, je vous les énumère. Donc, au départ, tout à fait en bas, il est directeur adjoint de l'administration présidentielle, cette fameuse administration dont j'ai déjà parlé.
Ensuite, il va y rester 8 ans comme directeur adjoint. Il deviendra en 2008 premier directeur adjoint, car il y en a plusieurs. Il y restera 3 ans. Et ensuite, il sera chef de l'administration gouvernementale 11 mois. Donc, à des postes extrêmement importants. Alors, ce que lui demande Berezovski ce jour-là, créer un nouveau système, c'est d'abord, d'après lui, fonder un nouveau parti, le parti Unité Edinstvo. Et Surkov le fait, et il demande à Shoigu, l'actuel ministre de la Défense, d'être le chef de ce nouveau parti. Ce parti fait d'ailleurs un très bon score dès les élections législatives de décembre 1999, c'est-à-dire quelques mois à peine après sa création. J'énumère tout ce que l'on prête à Surkov. Il inspire les nouvelles paroles de l'hymne national. Le nouvel hymne voulu par Poutine est sur la musique de l'hymne soviétique. Mais voyez, les paroles sont quand même significatives de la base idéologique de ce qui sera le nouveau système, c'est-à-dire un patriotisme échevelé. Ô Russie, notre puissance sacrée, ô Russie, notre pays bien-aimé, forte volonté, grande gloire, soit ton héritage à jamais, que l'alliance éternelle soit glorieuse, etc., etc. Bon, vous allez me dire que c'est un détail, évidemment, d'avoir inspiré les nouvelles paroles de cette île, mais c'est pas un détail, parce que c'est là que, si vous voulez, on sent la nouvelle idéologie que Surkov veut imposer. Alors, pourquoi ça ne marche plus? Ensuite, Surkov a le mérite de créer, à la demande de Berezovski aussi, le premier mouvement de jeunes qui s'appelle Ceux qui marchent ensemble et qui deviendront 5 ans plus tard, qui vont s'insérer dans un autre groupe de jeunesse, les Natchi, c'est-à-dire les nôtres. Donc l'idée de Surkov, c'est de mettre en place un mouvement de jeunes qui soit à la dévotion, à la disposition de Poutine, de structurer très bien ces mouvements, de faire en sorte qu'ils aient beaucoup d'argent en associant les oligarques les plus riches, hein, qui vont financer le mouvement, en organisant le mouvement sur l'ensemble de la Russie, avec des cellules, des commissaires, etc. Et Surkov mène très bien cette... donc c'est l'homme des Natchi. Ce n'est pas rien. Ensuite, on lui demande, mais on n'a pas besoin de lui demander, il le fait facilement, de contrôler de plus en plus les médias. Donc, Surkov va faire acheter des médias par des proches, notamment par Gazprom, et il va renforcer son contrôle de l'information, il va intensifier ses manipulations, un peu comme on disait d'Alain Peyrefit à l'époque de De Gaulle, hein. Surkov rencontre les dirigeants des chaînes de télévision une fois par semaine dans son bureau. Il leur communique ses instructions, c'est-à-dire qui attaquer à la télévision, qui défendre, qui aura le droit de passer à la télévision. Il supervise aussi donc les programmes. En même temps, euh, il s'occupe de tellement de choses que Poutine est enchanté et il est nommé adjoint de Poutine en mars 2004, tout en restant le numéro 2 de l'administration présidentielle. C'est-à-dire on lui donne un pouvoir extraordinaire à Surkov. On le voit intervenir de plus en plus pour défendre Poutine, par exemple lors de la prise d'otage de Beslan. Bon, on en a déjà parlé plusieurs fois. Donc en septembre 2004, des Tchétchènes donc, prennent en otage en Ossétie du Nord toute une école. Bon. Et Poutine et les services de sécurité réagissent avec une brutalité incroyable. Il y a des centaines de morts, notamment beaucoup d'enfants.
Donc cette prise d'otage, la façon dont elle a été réprimée, c'est comment dirais-je, c'est une tâche très forte sur Poutine, sur l'image de Poutine. Et Surkov va tenter justement de blanchir Poutine, de dénoncer, soi-disant, les ONG occidentales qui soutiennent les, euh, comment dirais-je, les insurgés. Il n'arrivera peut-être pas à retourner l'opinion, mais il y travaille. De même, il s'intéresse beaucoup, Surkov, à ce qu'on appelle les révolutions de couleur. En effet, de 2003 à 2005 éclatent au moins trois révolutions dans trois pays différents, l'Ukraine, la Géorgie et le Kyrgyzstan. Alors, ces révolutions ont comme point commun d'être des révolutions plutôt démocratiques, pro-européennes, menées notamment par les jeunes. Et Surkov trouve que c'est très dangereux, donc il analyse à fond ces révolutions, se rend compte donc que ces révolutions sont portées par cette jeunesse, encouragée par les ONG occidentales, et donc là aussi, il en profite pour attaquer les ONG, attaquer l'Occident et muscler ces organisations de jeunesse poutiniennes afin d'éviter qu'on arrive à une révolution de ce même type. Ensuite, en 2006, on le voit proposer un qualificatif désormais pour le régime poutinien. Il dit c'est une démocratie souveraine. Alors il y a les deux concepts, la démocratie, la souveraineté. Mais il démontre très vite que la démocratie n'est pas aussi importante que la souveraineté. C'est-à-dire qu'au nom de la souveraineté, on peut, selon lui, faire disparaître certaines libertés. Donc, vous voyez, c'est une démocratie très spéciale que la démocratie souveraine. Mais c'est un slogan qui passe bien, notamment en Russie, et qui peut faire également, qui peut tromper parfois en Occident. Surkov s'emploie à développer une opposition qui n'en est pas une en fait. C'est lui-même qui fait créer de nouveaux partis comme Russie Juste ou Force Civique, mais c'est des partis qui ne sont pas de véritables partis d'opposition. Ils servent uniquement à récupérer des voix, à occuper le terrain. Surkov, toujours lui, organise avec talent et cruauté, férocité, des campagnes de discréditation contre des personnalités de l'opposition. Donc, c'est quelqu'un de dangereux. En 2008, donc, il est confirmé numéro 2 de l'administration présidentielle par Medvedev, qui est devenu président, et qui le charge des innovations et qui lui donne pratiquement carte blanche pour la politique intérieure. Donc Medvedev et Surkov s'entendent bien, du moins pendant un temps. Et c'est pendant cette période que l'on voit le plus une tendance de Surkov de s'appuyer sur la culture, et notamment la culture d'avant-garde. Surkov aime beaucoup l'art, il a beaucoup d'amis justement parmi les artistes, notamment les artistes d'avant-garde. Et donc, à cette époque, il en profite pour organiser des expositions qui sont considérées en Occident comme particulièrement audacieuses. Alors, pourquoi ai-je mis tous ces portraits là au fond de cette diapositive? C'est parce que ça reproduit les photos que Surkov a dans son bureau. Dans son bureau, il a la photo de Poutine, de Medvedev, de Che Guevara, d'Obama, de Bismarck, Bismarck qui est comment dirais-je, le prototype d'un dirigeant qui a qui a donné à l'État allemand vraiment toute sa puissance. Il y a aussi John Lehman,
euh, le grand romancier argentin Burgess et également le poète Brodsky. Donc, vous voyez, ces choix parmi les héros de Surkov, ce choix est très éclectique. Mais l'éclectisme, c'est une des caractéristiques de Surkov. Contradiction, paradoxe, provocation. Je vous donne quelques exemples de provocation, de paradoxe. Par exemple, Surkov peut très bien euh, favoriser la création d'ONG censées défendre les droits de l'homme et presque en même temps soutenir des mouvements nationalistes qui accusent ces ONG d'être des instruments de l'Occident. D'un côté, Surkov sponsorise des festivals montrant des artistes d'avant-garde, des artistes provocateurs, et de l'autre, il encourage les fondamentalistes orthodoxes qui, au contraire, attaquent toutes ces expositions audacieuses d'avant-garde. Je pense qu'il s'agit de démontrer pour Surkov que ce système qu'il veut mettre en place autour de Poutine est un système donc qui ne ressemble à aucun autre, qui ne s'appuie pas sur une idéologie en particulier, mais qui fait son marché, si je peux dire, à plusieurs endroits, dans plusieurs domaines. Alors, comment l'aventure de Surkov se termine? Eh bien, en décembre 2011, quelques semaines après l'annonce que Poutine remplacera Medvedev à la tête de l'État, Surkov quitte l'administration présidentielle. Pourquoi? On ne sait pas, mais l'une des raisons de son départ serait que ces Natchis, c'est-à-dire la jeunesse enrégimentée par lui, eh bien, ces Natchis n'ont pas su empêcher des manifestations contre le retour de Poutine au pouvoir. Alors, Surkov n'est pas exclu pour autant des cercles dirigeants. En mai 2012, il est nommé vice-premier ministre du gouvernement russe, mais il ne restera à ce poste que 11 mois, jusqu'en mai 2013. Là aussi, pourquoi? Bien, il semble que Poutine, désormais, se tourne vers une idéologie conservatrice qui prône les valeurs familiales et qui ne prône plus du tout l'art d'avant-garde. Donc, les idées de Surkov de s'appuyer sur cette culture d'avant-garde ne font plus, ne plaisent plus à Poutine apparemment, et donc il s'en détourne. D'autre part, il y a des bruits qui circulent, qui n'ont jamais été démontrés, que Surkov serait l'auteur de détournements de fonds. On ne sait pas. Bon. En septembre 2013, donc, loin d'être dégommé, comme on dit, d'être mis au placard, il est nommé conseiller de Poutine pour, mais attendez, hein, conseiller pour les questions de développement économique en Abkhazie et en Ossétie du Sud. Bon, ça ressemble quand même un peu à un placard. L'Abkhazie et l'Ossétie du Sud, je vous le rappelle, ce sont les territoires qui, en Géorgie, sont devenus indépendants et qui seront occupés donc par des forces russes. Alors, Surkov fait le job, si je peux dire, s'occupe de ces deux régions, mais il s'occupe très vite de ce qui se passe en Ukraine, hein, notamment donc de la mainmise sur la Crimée en 2014. Surkov participe de très près aux accords de Minsk, qui avaient été une tentative donc de faire cesser les hostilités dans le Donbass en septembre 2014. Donc, il s'intéresse toujours beaucoup à l'Ukraine, mais le 18 février
2020, le 8 février 2020 plutôt, il quitte son poste de conseiller du président. Alors là, qu'est-il devenu? On ne sait pas. Et dans le mage du Kremlin, Giuliano d'Ampoli, l'auteur, commence le livre en se demandant où est passé Surkov. Voici ce qu'il écrit. On disait depuis longtemps les choses les plus diverses sur son compte. Il y en avait qui affirmaient qu'il s'était retiré dans un monastère au mont Athos pour prier entre les pierres et les lézards. D'autres juraient l'avoir vu dans une villa de Sotogrande s'agiter au milieu d'une nuée de mannequins cocaïnés. D'autres encore soutenaient avoir retrouvé ses traces sur la piste de l'aéroport de Sharjah, dans le quartier général des milices du Donbass, ou parmi les ruines de Mogadiscio. Depuis que Vadim Baranov, c'est-à-dire donc Vladislas Surkov, avait démissionné de son poste de conseiller du tsar, donc depuis février 2020. Au lieu de les histoires sur son compte, au lieu de s'éteindre, s'étaient multipliées. Cela arrive parfois. La plupart des hommes de pouvoir tirent leur aura de la position qu'ils occupent. À partir du moment où ils la perdent, c'est comme si la prise avait été arrachée. Ils se dégonflent comme ces poupées qui se trouvent à l'entrée des parcs d'attraction. On les croise dans la rue et on ne réussit pas à comprendre comment un type de ce genre a pu susciter autant de passion. Voilà ce que je voulais vous dire, en m'appuyant beaucoup sur ce livre. Et la prochaine fois, donc, j'évoquerai ce que j'appelle le deuxième cercle, c'est-à-dire celui des techniciens. Je vous remercie. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez nous rejoindre à l'Université du temps libre de Tarbes et de Bigorre à l'adresse utl-tb.info. Et n'oubliez pas, si ce n'est déjà fait, de vous abonner.